je serai bien sûr très bref. Je ne suis plus le directeur des presses universitaires de Provence, puisque c'est Per Labuggiati qui a pris la suite. Mais néanmoins, tout ce qui concerne l'open access s'est fait ces derniers temps, alors que j'occupais les fonctions, et en très étroite collaboration avec Isabelle Gras, qui est ici à côté. Voilà. La position des presses universitaires est extrêmement ambiguë. Elle souffre d'une double contradiction. La première contradiction, c'est que les presses universitaires sont des presses institutionnelles, donc qui sont soumises aux contraintes de la comptabilité publique, c'est-à-dire la remise à zéro des comptes au 31 décembre, etc., etc. Et en même temps, tout en étant soumis à cette contrainte de comptabilité publique, les éditeurs institutionnels travaillent sur un marché extrêmement concurrentiel qui est le marché du livre, et donc ont une activité commerciale. Donc il n'est pas toujours très aisé de conjuguer les impératifs du commerce et les impératifs d'une approche budgétaire assez stricte, même très stricte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième contradiction qui découle un petit peu de la première, c'est que tout en étant donc dans un domaine commercial, très concurrentiel, où donc il faut vendre, il faut faire du chiffre. En même temps, l'éditeur universitaire, par sa qualité d'universitaire, a également une mission de diffusion et de partage du savoir. Ces deux aspects ne sont pas nécessairement contradictoires, ils sont parfois, disons, ils cohabitent parfois difficilement. Il a été question tout à l'heure d'éditeurs extérieurs, d'éditeurs privés comme Elsevier par exemple, et des éditeurs institutionnels. Ce n'est pas du tout ils n'ont pas du tout la même approche des choses. Les éditeurs privés puisqu'ils sont privés, ils sont dans le domaine concurrentiel. Ce sont, comme on dit parfois, tout simplement des boutiquiers qui doivent faire du chiffre, sinon ils disparaissent. Ils n'ont pas de mission scientifique de diffusion du savoir, alors que les éditeurs universitaires ont cette mission scientifique. Voilà. Donc, bien évidemment, il faut essayer de louvoyer entre les deux, c'est-à-dire à la fois de satisfaire les exigences budgétaires et de satisfaire les exigences scientifiques. Bon, ceci étant dit, lorsqu'est apparue la diffusion numérique des travaux, beaucoup de collègues étaient extrêmement effrayés par l'idée que leurs travaux seraient en quelque sorte dévalorisés et que les presses universitaires, en quelque sorte, voyaient se tirer une balle dans le pied, voire se saborder en mettant le doigt dans l'engrenage numérique. Bien sûr, nous avons déjà quelques années d'expérience et l'expérience montre que c'est bien évidemment le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que l'édition que j'appellerais traditionnelle ou disons matérielle en papier et l'édition numérique sont non seulement parfaitement complémentaires, mais très souvent l'édition numérique sert de locomotive à l'édition papier. Je cite à titre d'exemple le cas de la revue la REM, la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, qui paraissait initialement uniquement sous forme de papier, qui a pris la décision de paraître sous forme papier et sous forme numérique entièrement gratuite sur revue.org, avec une parution simultanée en papier et en électronique. Eh bien, nous constatons que depuis que cette parution simultanée se fait, nous avons plus d'abonnements à la revue papier. Voilà. Donc, ça c'est une chose, donc si vous voulez, il n'y a pas de crainte à avoir, ça marche très bien. Donc, nous avons donc décidé, en quelque sorte, enfin décidé,
oui, d'accompagner la diffusion la plus large possible par les moyens techniques qui arrivent de partout. Et là, je dois bien sûr remercier Isabelle pour l'énorme apport de connaissances qu'elle a signifié au PUP. C'est que nous avons décidé au PUP très rapidement de ne mettre aucune limite à la diffusion électronique, c'est-à-dire aussi bien sur revue.org que sur HAL. Revue.org c'est une structure plus complexe, bien organisée. Les relations sont très suivies entre les presses et le Cléo. Elles sont institutionnalisées en quelque sorte, et toutes les revues papier ont une version électronique sur revue.org. Les livres, les ouvrages, donc les collections, les ouvrages de collection sont également, au fur et à mesure, sont numérisés. L'idéal étant d'arriver à une numérisation totale de tout le fond des PUP et également des PUAM, ça va venir aussi, et donc ils seront accessibles sur openedition.books. Alors, il a été question tout à l'heure de la différence et de l'éventuel doublon que peut représenter HAL et revue.org. Ce sont deux démarches différentes. Sur revue.org, comme son nom l'indique, il y a des revues. Sur HAL, ce sont des articles. Le dépôt sur HAL est pour l'instant confié à la charge des auteurs. Les auteurs le font ou non. En revanche, la parution sur revue.org est une décision du comité de rédaction de la revue, et la revue paraît tout entière sur le site. La revue paraît non pas en forme PDF, mais sous forme d'hypertexte, avec des renvois, des notes, etc. Donc c'est un document numérique extrêmement complet, avec, disons, toutes les ressources qu'offre le numérique. En revanche, le dépôt sur HAL est un dépôt en PDF. Le PDF, comme vous le savez, est une photo. Donc il n'y a pas d'hypertexte possible, il n'y a pas de lien qu'on puisse établir avec d'autres mots, d'autres textes, etc. Donc ce sont deux choses qui sont différentes, différentes techniquement et différentes dans leur principe. Pour la politique du dépôt du PDF éditeur sur HAL, je reprends et j'insiste lourdement sur ce qu'a dit Perle tout à l'heure. Le PDF éditeur est le fruit d'un travail collaboratif important, de longue durée, entre l'auteur et l'éditeur. L'éditeur n'est pas un imprimeur, n'est pas un typographe. L'éditeur fait travailler des typographes, fait travailler des imprimeurs, mais l'éditeur, quand je dis l'éditeur, c'est au sens large du terme, au sens anglais du terme, non pas au sens de publisher, mais vraiment. Donc à ce moment-là, l'éditeur associe bien évidemment l'auteur, le directeur de collection, éventuellement la direction des PUAM et différents acteurs qui font un travail sur le texte. Le texte est abouti au bout d'un travail qui est certes toujours signé par un auteur, mais il y a une part de collectif dedans. Donc ce travail complètement abouti, c'est ce qui est imprimé, et c'est cette forme imprimée que les PUP ont choisi d'autoriser en quelque sorte à mettre sur HAL, de manière à ce qu'il y ait le même texte sur HAL et dans le livre. Voilà. C'est très important puisque HAL, n'est-ce pas, est de libre accès. On y arrive par Internet. Vous savez très bien que Internet a une mémoire infinie, n'oublie jamais rien et a une fâcheuse tendance à être virale. C'est-à-dire que vous faites circuler un texte qui n'est pas fini, qui est imparfait, qui comprend des fautes, où il y a de mauvaises références, n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver, même avec la meilleure des bonnes foi, lorsqu'il n'y a pas le travail éditorial, tout ça va se mettre à circuler et va donc va finalement risquer
de compromettre aussi bien la réputation de l'auteur que la réputation de l'éditeur. Donc il importe que ce soit cette dernière version qui soit mise en ligne. Nous avons décidé également au PUP à l'époque de ne pas mettre de barrière mobile, c'est-à-dire que tous les textes, tous les articles, je parle bien des articles, qu'il s'agisse d'articles de revue ou d'articles parus dans des ouvrages collectifs, ces articles peuvent être mis sans délai sur HAL. Depuis plusieurs années déjà, nous ne faisons plus de tirés à part papier. Les tirés à part sont tout simplement des PDF à part fournis aux auteurs. Ce sont les services des PUP qui fournissent les PDF. Les auteurs peuvent mettre ces PDF sur HAL. Ils sont encouragés à le mettre sur HAL, mais bien évidemment, comme il a été dit, ils peuvent le mettre, ils ne doivent pas. Entre parenthèses, je pense qu'il faut absolument ne pas passer au doivent et garder le peuvent. Pour une raison très simple, c'est que de toute manière, il est dans l'intérêt des chercheurs eux-mêmes de mettre leur production sur HAL pour faire avancer la réflexion, pour se faire connaître, etc. Voilà. Donc la seule exception que nous avons faite concerne les monographies, c'est-à-dire les ouvrages tout entiers, où là, quand même, on a proposé une barrière mobile, je sais plus de 2 ans, voilà, avant la mise sur HAL. Tout simplement parce que l'enjeu financier est plus important pour un ouvrage monographique, et moindre pour les articles séparés. Voilà. Là, évidemment, comme il ne faut pas laisser les ouvrages monographiques sur le côté, puisque c'est quand même des choses très importantes, le principe qui a été retenu était de mettre sur HAL immédiatement un extrait, soit l'introduction, soit le premier chapitre, histoire de signaler l'existence, n'est-ce pas, de cet ouvrage et de le faire patienter. Alors pour l'instant, nous avons dit 2 ans, on peut dire 1 an, c'est-à-dire que là aussi c'est une question de décision, il n'y a rien d'inscrit dans le marbre ni dans les reins. Voilà. Je pense que j'ai fini mon monologue. Ah oui, oui. Pour en revenir en fait, le fait que HAL se trouve dans un réseau, ce n'est pas isolé, il n'y a pas HAL d'un côté, les presses de l'autre côté et revue.org. C'est-à-dire que, d'une part, sur HAL, il y a systématiquement, pour chaque article ou chaque document mis sur HAL, quand il s'agit bien sûr d'un document venant des PUP, un lien qui renvoie vers le site des presses. Donc il renvoie vers l'ouvrage entier, puisqu'il n'y a que l'article. Oui, donc il renvoie vers l'ouvrage entier qui peut éventuellement donner des idées d'achat. Il faut ne jamais... Disons, le côté commercial est toujours en filigrane, ça c'est une chose. D'autre part aussi, il est question, mais là la technique m'échappe, d'organiser une sorte de moisson ou de communication entre HAL et revue.org. Bon d'accord, il en a été question. Voilà. Et enfin, voilà, et comme me rappelle Isabelle, effectivement, le dépôt sur HAL fait reculer certains collègues. Certains le font volontiers, d'autres considèrent qu'ils ne savent pas s'y prendre, etc. Il y a une aide logistique qui est proposée personnalisée par Isabelle et par Marlène pour les collègues qui souhaitent déposer sur HAL mais qui n'ont pas osé, en quelque sorte, attaquer leur clavier.